Hello, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux? Est-ce que vous êtes sûr que c'était vraiment de l'amour? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois de février se termine, le mois de la Saint-Valentin, et donc on va parler d'amour. Mais comme vous me connaissez, on va pas parler d'amour de façon classique. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai déjà évoqué l'amour comme mobile d'un crime. Et si vous voulez un exemple, je vous laisse aller voir cette vidéo. L'amour, ça pousse souvent aux pires atrocités. Mais qu'en est-il quand cet amour n'est pas réel? Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui d'érotomanie. L'érotomanie ou syndrome de Clérambault est un terme qui existe depuis le 18e-19e siècle. Mais finalement, ça fait référence à une maladie qu'on connaît de longue date. Vers l'an 1000, le philosophe persan Avicenne parle d'une maladie d'amour qu'il nomme en arabe illici. Depuis la Grèce antique, on parle de maladie uniquement lorsque le corps physique est touché, et on a du mal à percevoir les pathologies psychiques qui n'ont pas de manifestations spectaculaires. Vers la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, un médecin valencien qui s'appelle Arnaud de Villeneuve se penche sur les travaux d'Avicenne alors qu'il exerce à l'université de Montpellier. Il reprend les termes grecs éros et héros, et passe de la maladie d'amour à l'amour héroïque. Un jeu de mots pour décrire finalement ce qu'il pense être une sorte de maladie qui touche les classes élevées, l'aristocratie. Il identifie des symptômes qui poussent à une sorte d'aliénation mentale, une obsession fondée sur la sensualité. Cette maladie prend donc un aspect moralisateur pour les médecins. Bernard de Gordon, médecin et collègue de Villeneuve, dénonce l'oisiveté des aristocrates, et Michel Savonarole, médecin italien, parle d'amor nobilis, un mal qui pousse les bonnes gens à s'abaisser aux galanteries vulgaires comme il dit. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Europe a été marquée pendant des siècles par l'Église catholique, qui n'est pas une grande fan des relations hors mariage et des rapports charnels hors reproduction. Donc cette maladie, elle est mal perçue et ça va continuer jusqu'au XVIIe siècle. Le docteur Jacques Ferrand perçoit cette pathologie comme une forme de mélancolie érotique. La mélancolie, au sens psychiatrique, c'est une forme de dépression. Et on aurait donc ici une dépression tournée vers la sensualité. Comme remède, il propose 10 étapes entre chasse, pêche, alcool, mariage forcé, libertinage, tout et n'importe quoi pour occuper l'esprit. Enfin, j'imagine que la question du libertinage, ça devait quand même être réservé aux hommes. Faut pas déconner. En Angleterre, c'est Robert Burton qui se penche sur la question et parle d'heroical love. Pour lui, ce serait une atteinte au foie qui toucherait les héros, sous-entendu les hommes galants et intelligents. Parce que pour lui, quand vous êtes amoureux, c'est votre foie qui bat et pas votre cœur, visiblement. Il faudra attendre le siècle suivant pour passer à un organe plus cohérent, le cerveau. Non, je déconne. On pense que c'est une congestion utérine qui provoque une excitation trop forte et qui entraîne cette maladie. Cette surexcitation entraînerait une fièvre érotique. Et peu à peu, on va comprendre qu'il s'agit d'un délire, au sens psychiatrique, une perturbation de la pensée rationnelle qui concerne une personne aimée. On distingue alors la notion d'érotomanie de nymphomanie et satyriasis. Nymphomanie, c'est pour les femmes, satyriasis, c'est pour les hommes. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs d'hypersexualité, on ne distingue plus selon le sexe. Sauf que dans les années 1800 et jusqu'à début 1900, on a une légère tendance à considérer que certaines pathologies sont féminines. L'hystérie, par exemple, liée à l'utérus. Et donc, on va trouver des traitements à l'érotomanie en enlevant des organes. Ovariectomie, hystérectomie, et même excision jusqu'en 1960 quand même. Un joyeux programme complété par notre fameux Freud qui pense lui qu'il s'agit finalement d'une forme de rejet de l'homosexualité. On en arrive finalement à un psychiatre, Gaëtan Gassian de Clérambault, qui est directeur de l'infirmerie spéciale des aliénés de Paris. À cette époque, nous sommes en 1913, les expertises des criminels délirants y sont réalisées, et il a donc un panel de patients à observer. Et c'est grâce à lui, et à ceux qui ont suivi, qu'on découvre enfin les réels symptômes de ce qui deviendra l'érotomanie, le syndrome de Clérambault. L'érotomanie, c'est une forme de trouble délirant. On va la retrouver dans le DSM-5, dans la catégorie des troubles psychotiques. Il s'agit d'une altération de la réalité, une paranoïa dans laquelle le malade, l'érotomane, est persuadé qu'il est aimé.
Avant de faire mes recherches sur ce sujet, j'étais persuadée que l'érotomane tombait fou amoureux d'une personne et que ça entraînait les dérives qu'on connaît. Mais en fait, le point de départ serait l'inverse, et c'est même très important dans cette maladie, c'est l'autre qui aime l'érotomane en premier. C'est une forme de paranoïa qui est intéressante parce que, au lieu d'aller sur le terrain de la persécution, comme on l'a dans beaucoup de maladies, dans la schizophrénie par exemple, là on a une idéalisation, un côté positif à cette paranoïa. On est l'objet d'un amour fou. Ce qui se passe dans la tête de l'érotomane, c'est qu'il sait qu'il est aimé par l'autre. Cet autre peut être un proche, mais c'est souvent un parfait inconnu. Mais pas complètement inconnu, parce que c'est quelqu'un qui dégage quelque chose, et l'érotomane le connaît d'une certaine façon. C'est une figure qui a une certaine aura, une certaine position, soit médiatique, soit financière, c'est quelqu'un d'importance. En tout cas, c'est quelqu'un que le malade estime supérieur à lui. On parle pas forcément de grands banquiers, de grands traders, ça peut être la boulangère ou le facteur, mais quelqu'un qui en tout cas a une position supérieure au malade dans son référentiel à lui. C'est une personne qu'il trouve inspirante. L'érotomane est persuadé d'être aimé. Mais comment le sait-il ? C'est là que c'est intéressant parce qu'on est sur un délire paranoïaque. L'érotomane le sait parce qu'il perçoit des messages. Ces messages, ça peut être de la télépathie, ça peut être une interprétation de la réalité dans ce sens-là. Il est persuadé que tout est un message codé à sa seule attention. La présentatrice télé qui sourit à la caméra, par exemple, c'est pour lui, c'est à lui qu'elle sourit. Le facteur qui se gratte la tête en passant, c'est un message codé. Tout est interprété par le malade. Et on pourrait se dire qu'au bout d'un moment, il va finir par se lasser parce qu'il ne reçoit pas des signes concrets, tangibles de cet amour. Et bien pas du tout. C'est même plutôt l'inverse et le choix de la cible est très important. L'érotomane, en tout cas lorsqu'il choisit un inconnu, c'est pour mettre de la distance avec la personne. Pour résumer, c'est un peu comme s'il faisait exprès de choisir quelqu'un dont l'amour serait impossible, soit parce que c'est quelqu'un qu'il ne peut pas rencontrer dans la vraie vie ou qu'il ne peut pas fréquenter pour tout type de raisons, mais en tout cas cette distance permet de rester sur une sorte d'amour platonique, en tout cas un amour qui ne peut pas être vécu facilement. Comme il ne peut pas croiser son être aimé au supermarché, eh bien cela renforce son idée selon laquelle cet amour doit être caché, il est secret, et donc on utilise des messages codés, de la télépathie, des choses qui ne sont connues que d'eux deux finalement. Le monde est contre eux, mais l'érotomane connaît la force de leur amour. Cette pathologie, elle évolue dans le temps, et elle peut conduire à des conséquences dramatiques. On a donc plusieurs étapes au sein de l'érotomanie. La première d'entre elles, qui n'est pas vraiment une étape mais plus un préalable, s'appelle le postulat selon Clérambault. Le point de départ, c'est ce que je vous ai dit préalablement, c'est que l'érotomane prend conscience que l'autre est tombé amoureux de lui. Il l'aime en secret, il le drague discrètement, il essaye de lui envoyer des messages. Cet amour est interdit, l'érotomane l'a bien compris. Passé le postulat, on passe rapidement à la première étape qui est celle de la phase d'espoir. Le malade est joyeux, optimiste, il sait que son être aimé va finir par se dévoiler à lui. C'est une période durant laquelle l'érotomane va répondre à son admirateur en lui écrivant, lui faisant des cadeaux, en l'appelant, en faisant tout pour lui faire comprendre qu'il a compris, qu'il peut se dévoiler au grand jour. Et si l'être aimé le repousse à ce moment-là, c'est parce qu'il a peur de dévoiler ses sentiments. Il joue le jeu, et donc c'est normal, l'érotomane ne s'inquiète pas. Cette phase, elle peut durer très très longtemps. Elle dure le temps nécessaire pour que l'érotomane comprenne finalement qu'il est rejeté par son amour. Une fois que cela est fait, on rentre dans la phase de dépit. L'érotomane est au plus bas, il est rejeté, seul, abandonné, et il tombe en dépression dans la majorité des cas. On a alors un isolement du malade qui peut même tenter de mettre fin à ses jours. Mais si l'érotomane survit et passe cette étape, il arrive à la dernière, qui est la pire, c'est la rancune. Au lieu d'être déprimé, il va se venger, être agressif envers celui qui l'a trahi. Parce qu'après tout, il a détruit leur relation, donc il va lui faire payer. Et c'est dans cette étape qu'on assiste aux actes de jalousie, au harcèlement violent et au meurtre. Les étapes que je viens de décrire, elles concernent les cas d'érotomanie pure. Pour préciser, l'érotomanie pure, ce sont les cas dans lesquels le malade n'est atteint que de cette pathologie. Il a un coup de foudre et ce délire, il peut durer des années, voire même toute la vie du malade. A contrario, dans les cas d'érotomanie mixte, on a plusieurs maladies qui se mélangent et en fait on a des symptômes de l'érotomanie, mais mélangés avec des symptômes d'autres types de délires. En fait, on a plusieurs psychoses en même temps et qui vont s'alimenter. Et dans ces cas-là, ce qu'on observe, c'est que
L'être aimé, eh bien, il peut évoluer très rapidement, on peut changer totalement de personne, parce que le délire n'est pas stable, si je puis dire. Le malade n'a pas de coup de foudre, il sait juste à un moment que telle personne est amoureuse de lui. Mais tout comme il sait que sa boulangère fait partie de la CIA. Et le lendemain, ça sera plus le cas. C'est vraiment beaucoup plus mixte et beaucoup plus flou que dans une érotomanie pure. Et concrètement, c'est difficile de chiffrer précisément la proportion d'érotomanie pure et la proportion d'érotomanie mixte. L'érotomanie est une maladie rare qui toucherait entre 0,025 et 0,03% de la population. Mais c'est difficile de chiffrer précisément parce que, comme je vous l'ai dit, elle peut être mixte et donc noyée dans les symptômes d'une autre pathologie. Et surtout, les malades peuvent mettre des années avant de passer à l'acte et donc de se faire griller par le corps médical. On estime tout de même que cette maladie touche majoritairement les femmes hétérosexuelles et plutôt jeunes. Mais en ce qui concerne les passages à l'acte connus de la justice, ce sont en majorité des hommes. Les malades sont célibataires, même si on a pu relever des mariages avec l'objet du délire. Ça doit être très particulier d'apprendre que son mari ou sa femme est érotomane. Et on a même une version religieuse de la maladie, où cette fois-ci c'est Dieu en personne qui aime le malade, à travers une personne de l'église par exemple. Les scientifiques ont encore du mal à déterminer l'origine du trouble. Il ne semble pas y avoir de lien avec une malformation quelconque, et on penche donc sur la thèse de l'enfance carencée, du besoin de reconnaissance exacerbé, ou d'une prédisposition génétique. C'est une maladie qui est difficile à traiter lorsqu'elle est diagnostiquée. Elle nécessite un suivi en consultation très régulier pour accompagner les étapes de la maladie, avec une hospitalisation si nécessaire en fonction du degré d'avancement de l'érotomanie. Elle peut aussi s'accompagner d'un traitement par antipsychotiques et antidépresseurs selon les cas. Et dans les cas les plus extrêmes, on a même recours à l'électroconvulsiothérapie. L'idée est d'accompagner le malade dans la sortie de son délire pour lui faire comprendre que cet amour n'existe pas et qu'il faut en faire le deuil. Mais il faut alors faire attention à ce que la maladie ne se déporte pas vers le thérapeute qui le suit, parce que ça arrive souvent. C'est un véritable jeu d'équilibriste pour vraiment aider l'érotomane. Pour finir cette vidéo, j'avais envie de repartir à mon point de départ. Mon point de départ, c'était mes recherches pour faire une prochaine vidéo, vous expliquer des cas. Et donc je suis tombée sur une affaire, et puis une autre, et en fait j'ai commencé à gratter sur cette pathologie que je trouvais intéressante. Cette maladie, on pourrait la prendre à la légère en se disant qu'il ne s'agit que d'amour, que ce n'est pas si grave, mais c'est tout le contraire. Il faut faire très attention parce qu'il y a des conséquences réellement graves à cette pathologie. Les êtres aimés peuvent vivre un véritable calvaire à cause des malades et ils n'ont rien demandé. Le premier exemple sur lequel je suis tombée, c'est le cas de Lilia, qui est une jeune architecte de 30 ans qui s'installe en Bretagne. Elle décide d'y ouvrir son cabinet d'architecture et ne connaît personne dans le coin. En novembre 2021, elle rencontre Nicolas. Il est graphiste et il est aussi nouveau dans le coin, donc ils vont sympathiser. Au début d'un point de vue professionnel, puisque Nicolas va réaliser son site internet, et puis après, amicalement, de façon classique. Pendant quelques temps, tout va rouler, mais rapidement, la jeune femme se rend compte que Nicolas est quand même très attaché à elle, très insistant, il lui envoie beaucoup de messages pour qu'ils se voient, voilà. Il est un peu lourd, et ça commence à lui peser. Ça la met mal à l'aise et elle décide de mettre fin à cette amitié. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que Nicolas n'allait pas du tout l'accepter et que ça allait être le début de l'enfer. Il est très en colère et ça empire en 2022 lorsqu'elles se mettent en couple. Je vous l'ai dit, Nicolas, il a créé son site internet. Il a donc tous ses accès. Et il décide de la pourrir professionnellement. Au début, ça commence gentiment, il va lui fixer des rendez-vous bidons, il va complètement défoncer son agenda professionnel, et puis après, il va s'attaquer à sa réputation en ligne en laissant des faux avis, il va créer des faux comptes pour laisser des avis pour la descendre. Mais il n'est toujours pas satisfait. Donc il va usurper l'identité de son ancienne amie, et il va contacter des connaissances, des amis à elle, pour parler sur elle. Il va aussi contacter des employeurs de la jeune femme, ainsi que son compagnon. Lilia subit, elle tient bon, son couple tient, et il s'apprête à accueillir un bébé. Lorsqu'il l'apprend, Nicolas, il est hors de lui. Il va jeter de la peinture sur la maison de la jeune femme, il va aussi lui créer un faux site internet de grossesse. Il la harcèle sans cesse au point que Lilia porte plainte plusieurs fois. Sauf qu'à chaque fois, on ne la prend pas au sérieux. On explique qu'il n'y a pas vraiment de risque, qu'il n'y a pas vraiment d'atteinte. Finalement, c'est pas si grave.
Pendant ce temps-là, on a quand même Nicolas qui contacte les pompes funèbres et qui fait envoyer des devis à Lilia. Il lui envoie des couronnes mortuaires, la gueule du type. Face à tout ce harcèlement, la santé de Lilia pendant sa grossesse va dégringoler. Et ça va lui laisser le temps de faire des recherches sur Nicolas et de se rendre compte qu'il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà harcelé des personnes dans l'est de la France lorsqu'il y vivait. C'est un habitué des impostures et elle décide de ne pas se laisser faire. Donc en novembre 2023, elle dépose à nouveau une plainte. Et cette fois-ci, heureusement, on la prend au sérieux. Nicolas sera placé en détention provisoire en janvier 2024 et au mois de mars de la même année, il va être condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. Sauf que 6 mois, c'est aménageable ab initio, donc sa peine, elle est aménagée sous forme d'un bracelet électronique. Et devinez qui recommence dès sa sortie. Il est à nouveau jugé et condamné au mois de juin et prend cette fois-ci une peine de 16 mois d'emprisonnement. Il va faire appel, mais la peine sera confirmée. Dans le cas de Nicolas, l'expert psychiatrique qui l'a vu estime qu'il s'agit d'une décompensation sous le mode de l'érotomanie. On pourrait donc avoir une érotomanie soit pure, soit mixte, c'est pas vraiment précisé. Le deuxième cas dont je voulais vous parler, c'est celui qu'a subi Guillaume dès 2018. Guillaume, il travaille dans le monde du spectacle. Alors je ne sais pas s'il est artiste ou s'il est plus du côté de la production, mais en tout cas, il réalise des spectacles. Il se produit en Inde lorsqu'il est repéré par une Russe qui s'appelle Julia. Cette femme souffre d'érotomanie et est persuadée que Guillaume l'aime. Elle va donc lui envoyer des messages sur Facebook pour essayer de le contacter, et elle va surtout se rendre à toutes ses représentations. Et Guillaume finit par s'en rendre compte, il se rend compte qu'à chaque pays qu'il traverse, Julia est présente. Et comme il est dans le monde artistique, il est obligé de communiquer sur ses représentations à venir, d'en parler. Et donc ça mâche considérablement le travail pour Julia, qui peut le suivre à la trace. Pendant des années, elle va donc le suivre, tenter de le contacter des amis à lui pour essayer de glaner des informations. Et dans sa phase d'espoir, on est au paroxysme de son amour. Elle va même jusqu'à fouiller dans ses poubelles pour essayer de trouver des préservatifs usagés. Son plan, c'est d'essayer de s'inséminer avec. Ouais. Guillaume porte plainte une 50aine de fois, mais ça n'a jamais l'effet escompté, on ne le prend pas au sérieux. Il devra finalement attendre 2 ans, en 2020, pour que Julia soit internée en psychiatrie à Rennes. Sauf qu'elle finit par sortir, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est rancunière. Le 14 juillet 2021, Guillaume vit en Seine-Saint-Denis avec sa compagne. Julia le retrouve et elle tente de le tuer en le poussant dans les escaliers. Plus de peur que de mal puisque Guillaume arrive à la maîtriser et à appeler les secours. Et Julia est à nouveau internée. Et Guillaume l'explique dans les articles que j'ai pu trouver, il vit dans la crainte constante qu'elle passe à l'acte et qu'un jour elle arrive à le tuer ou à se tuer. Pour lui, c'est l'un ou l'autre. Des histoires comme ça, il en existe des tas. Les stars en sont victimes de façon habituelle, mais ça touche aussi des anodins, entre guillemets, des gens comme vous et moi. C'est une maladie qui a souvent nourri l'art, que ce soit la peinture ou que ce soit l'art cinématographique. Et d'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire un cas d'érotomanie que vous connaissez. Parce que je sais que vous en connaissez forcément. Une personne un peu connue qui a été victime d'un fan, enfin en tout cas d'érotomane. Vous en connaissez forcément, et donc dites-moi en commentaire et on va essayer de voir si on connaît les mêmes ou si on en découvre. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez des films et des séries à ce sujet. La dernière en date que j'ai en tête, c'est une série qui est sortie sur Netflix et qui s'appelle Mon Petit Renne. Elle est tirée d'une histoire vraie. Bon, il y a eu des débats là-dessus, mais je rentre pas dedans. Et c'est à la sauce Netflix, donc forcément c'est romancé, mais ça vous donne quand même une illustration de la pathologie et de l'évolution, on va dire, des étapes de la maladie. De comment on s'enfonce dans le délire. Et c'est sur cette recommandation que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris des choses avec moi. Moi en tout cas, oui. Votre mission, c'est de me dire en commentaire les érotomanes que vous connaissez, me dire si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées de vidéos, des choses que vous voudriez qu'on aborde ensemble. Et puis, on se retrouve pour la prochaine. Psychologie ou cas criminel, j'ai pas encore décidé, je suis une femme floue. On verra. D'ici là, portez-vous bien. Salut!